Allez. C'est reparti. C'est reparti. Nickel. Nickel, eh ben tant mieux. Super nickel. Nickel. On est bien. Allez Tintin. On est bien. Alors donc, je vous disais que dans toutes ces différentes versions, il y avait des numéros de vos différentes versions. Mais non. Non, ben, si, c'est comme ça. Là, tu vas dans Système. Et quand tu vas dans Système, ça te donne spécificité de Windows. Donc moi, j'ai une version Windows 10 Pro 22H2. Alors, question, quelle est la version de votre Windows? Mais Windows 11 de Windows 10? Ah bon? Vous avez un Windows 10? Ah bon? Je croyais que c'était un 11 que vous aviez. Mais tu vois, c'est important de dire la phrase en entier. T'as un Windows 10 23H2? Ah, il semblait que ça n'existait pas ça. On t'a dit que c'était dans Mais c'est un Windows 11 dans Système. Alors c'est facile, t'appuies sur la touche Windows de ton clavier et t'écris Système. Système, le mot Système comme système. Puis il doit te proposer Système. Et excusez-moi pour ça. Oui. Expérience en mort, enfin, ça signifie pas les mises à jour ou c'est Windows pause. Je sais pas ce que tu es en train de me dire. Alors spécification de Windows. je le sais. Ah, une seconde. J'arrive sur ton écran. Voilà. Ah, Windows pause. C'est quoi la question? Là, sur expérience, il y a marqué Windows Future Experience Pack. C'est la dernière version du correctif qui a été installée. D'accord, 10 000 machin. Et- Enfin, surtout ce qui est important, c'est édition et version. D'accord. Voilà, déjà ça fait des grosses différences. Hein. Ouais, ouais. Une Windows 11 22H2, c'est pas la même qu'une 23H2. Bon, Ne serait-ce que le système par exemple, ou le trouver, ça dépend. ça. Il y a des versions, c'est pas les mêmes. Mm. Donc ça, ce sera très important. Il y a un des piliers qui s'appelle traçabilité. Donc quand vous allez faire des dépannages, ce sera très important de noter. Oui, Madame Michu, très bien, vous avez Windows 10. Il faut plus d'informations que ça. Il faut Windows 10, oui, mais est-ce qu'il y a écrit 19.03? Il vous faut la version du système. Parce que ça va changer vos dépannages. C'est good? Ça. Alors, je vous disais que depuis Windows 2000, on avait plié le game, que c'était le meilleur parce qu'il était à la fois facile à installer et à utiliser grâce au plug and play, à l'USB, etc. Mais surtout qu'il était stable comme ceux d'avant. Je vous avais dit que dans les systèmes professionnels, c'était extrêmement stable, extrêmement fiable, extrêmement performant. Alors que les vieux systèmes pourris à base de DOS, bah ça plantait tant que ça pouvait. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez deux mécanismes qui vont vous éviter les plantages. Alors le premier, ça s'appelle le mode protégé. Alors c'est quoi le mode protégé? Vous avez des logiciels qui se lancent sur un ordinateur. Jusque là ça va. Vous avez un système d'exploitation qui tourne sur votre ordinateur. Jusque là ça va. Tout ça, le système d'exploitation, les logiciels, ils ont besoin de faire des calculs. Dans un ordinateur, qui s'occupe des calculs? Quel composant? Le processeur. Ça veut dire que dans votre ordinateur, vous avez votre processeur à qui on demande de faire des calculs. Donc, qui va demander ces calculs? Bah, des applications. J'ai une application. Mais j'ai aussi le système d'exploitation. J'ai aussi d'autres applications. Hein, vous avez plein de choses qui demandent des calculs. J'ai l'application 01, le système, l'application 02, etc. Alors comment ça se passe pour accéder au processeur? Parce que vous avez combien de processeurs? Bah, souvent vous n'en avez qu'un seul.
Donc, afin d'accéder au processeur, il y a un espèce de système de file d'attente qui se met en place. C'est-à-dire que les processus, quand ils vont accéder au processeur, ils ont un numéro. Alors, vous êtes déjà allé à la sécurité sociale ou aux impôts ou trucs comme ça, ou chez le boucher, vous rentrez, puis il y a une petite tirette, vous tirez, vous avez le numéro 51. Un pastis. Vous avez le numéro 12. Et bien sûr, le numéro 12 passe avant le 51. C'est comme ça que l'ordre se fait. Et bien là, c'est la même chose. Dans votre système Windows, il y a une hiérarchie des processus. C'est-à-dire que quand un processus se lance, quand une application va se lancer, eh bien, elle va prendre son petit ticket pour accéder au processeur. Pardon ? C'est pas le gestionnaire de tâches, non. Et donc, on va prendre un exemple. Mon application, elle se lance, et son numéro de ticket, c'est le 15. D'accord ? Le système se lance aussi. Son numéro, c'est aussi le 15. Et la troisième, c'est aussi le 15. Voilà, il y a 3 fois le même ticket. Donc quand ils vont vouloir accéder au processeur, c'est un peu tous en même temps. Ça se fera les uns après les autres. La problématique qu'il peut y avoir, c'est si mon application 02, elle plante. Alors que fait une application quand elle est plantée, en général? Elle envoie toujours la même instruction. C'est toujours le même calcul. Elle demande le même, elle demande encore, et en fait, elle lâche jamais le processeur. Elle veut toutes les ressources pour elle. Donc quand vous avez un système comme ça, que tout le monde a le même numéro d'accès, tout le monde a le même numéro de ticket, s'il y en a un, par exemple l'appli 02, qui veut tout le temps accéder au processeur, ça ralentit les autres. Ça peut même carrément bloquer tout le monde. Parce qu'elle n'arrête pas de prendre le ticket 15. Donc elle reste tout le temps en accès au processeur. Pour éviter ça, eh bien Windows, alors je parle des systèmes NT, là je parle des systèmes professionnels. Eh bien, ils ont coupé la file d'attente en 2 morceaux. Le premier morceau, c'est ce qu'on appelle le mode utilisateur, dans lequel vous allez trouver quoi ? Le mode utilisateur. Dans lequel vous allez trouver les logiciels. Et le deuxième, ça s'appelle le mode noyau, dans lequel vous allez trouver les processus système. Et ce qui change, c'est ça. Lorsque les applications se lancent, elles ont le ticket numéro 15. Lorsque les processus système se lancent, eux, ils ont le 5. Qui est prioritaire? Le système. C'est pour ça que dans les Windows que vous avez, lorsqu'un logiciel plante, ça peut arriver, il ne va jamais entraîner dans sa chute le système d'exploitation. Tous les processus système, ils s'exécutent en mode noyau. Donc ils seront toujours prioritaires par rapport au logiciel. Et dans les processus système, vous avez votre clavier, votre souris. C'est pour ça que vous avez toujours accès, même quand un logiciel est planté, au clavier, à la souris, au gestionnaire des tâches. Le système continue de fonctionner. Les applications sont plantées, oui, mais le système, lui, continue de fonctionner. Donc Windows est toujours vivant en fait. C'est pas possible qu'une application, quand elle plante, qu'elle entraîne Windows dans sa chute. Ce qui n'était pas le cas avant. Les systèmes dont je vous ai parlé, les faux 32 bits, ils n'ont pas ce mode protégé là. Donc, quand une application plantait, Windows plantait avec. Maintenant, c'est fini. Maintenant, chacun est à son niveau. Et le système est toujours prioritaire par rapport au logiciel. Donc, on est bien. Donc ça fonctionne toujours. Donc on n'a pas à faire ce qu'on devait faire très souvent avant. C'est redémarrer Windows. Quand une application plantait, il fallait redémarrer Windows. Maintenant, quand une application plante, elle plante toute seule. On peut la laisser dans son coin, c'est pas grave. Windows n'est pas planté, pour autant. Et s'il y a une fenêtre qui reste figée et qu'on essaye de fermer la porte rouge, Oui, qui reste, c'est pas grave. J'appuie. Oui, mais ce sera que la fenêtre de cette application-là. Ouais, voilà, ouais. Tu auras le reste qui fonctionnera. Mm. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est lorsqu'une application plante, elle n'entraîne pas Windows dans sa chute. D'accord.
C'est peut-être que quelque chose que vous verrez, ce fameux mode protégé, c'est protéger le système d'exploitation des logiciels. Pour pas que les logiciels fassent planter le système d'exploitation. Ah, on est bien, on a toujours notre système. On peut continuer de travailler ou d'essayer de déplanter l'application, par exemple. On verra comment on fait tout ça, évidemment. Et là, vous me dites, oui, mais là, mon application 2, si elle plante, elle peut faire planter l'application 1. Oui, c'est possible. Mais c'est aussi très rare qu'une application plante une autre. Là, les numéros que je vous ai dit, c'est pour l'accès au processeur. C'est accéder au matériel. J'accède au processeur de façon prioritaire. Si votre application 2 est plantée, et je redonne l'exemple, elle accède au processeur, elle accède tout le temps, elle demande tout le temps un calcul, ce qui va se passer, ça va ralentir votre Windows, parce qu'elle ne le lâche jamais. C'est tout à fait possible que l'application 2 ralentisse la première. Ça, c'est normal. Elle est plantée, elle lâche pas le processeur, ça ralentit tout le monde. Mais vraiment, l'information importante, c'est que Windows continue de fonctionner. Donc on peut, par exemple, arrêter l'application 2 qui plantait, et le système repart, l'application 1 continue de fonctionner. Quand on parle d'implantage aussi, des fois, vous avez une autre partie qui est problématique, c'est la mémoire. C'est-à-dire, une application va utiliser un espace mémoire utilisé par une autre. Je vous explique. Ce que je vous ai dit là, c'était l'accès au processeur qui est protégé. Il y a un deuxième mécanisme qui protège tout ça encore. Ça concerne la mémoire. Je vais le faire différemment. Vous avez une application 1. J'ai une application 2. J'ai le système, etc. C'est encore une fois des choses qui sont lancées dans mon ordinateur. Je vous ai dit que ces applications et ce système devaient accéder au processeur pour faire les calculs. L'autre partie qu'ils utilisent beaucoup, les applications, c'est la mémoire. La mémoire vive, évidemment. C'est quoi la mémoire vive? C'est un espace de stockage. C'est tout simplement, je donne très souvent l'exemple du bureau. Votre bureau, c'est la mémoire vive de travail. Plus vous avez un grand bureau, plus vous pouvez ouvrir des livres en même temps, des cahiers, travailler, écrire, etc. Les ordinateurs, c'est pareil. Plus ils ont de mémoire vive, plus ils peuvent lancer des logiciels qui vont travailler et stocker des informations dans la mémoire vive. Donc comment ça se passe? Mais vous avez votre application 1 qui se lance, elle doit écrire des informations dans la mémoire vive. C'est ça qu'elle doit faire. Faire ça. Donc elle doit écrire dans... Comment est-ce que le petit nom de la mémoire vive, ça s'appelle comment? La RAM. La RAM. On parle de la RAM, effectivement. Donc ça veut dire que dans mon ordinateur, j'ai une quantité de RAM. N'est-ce pas? Je vais me mettre... Il est au-dessus, celui-là. Ah, c'est pas au-dessus. Donc mon application 1 va écrire dans la mémoire vive. D'accord? Dans la mémoire vive, vous allez avoir, à un moment donné, de l'espace pris. N'est-ce pas? Lorsque vous travaillez, vous avez de la mémoire vive, vous avez peut-être un autre besoin de mémoire. Alors, je vais changer la couleur, bougez pas. Hop, en rouge. Donc l'application 1, hop, c'est la bleue. Il est où mon bleu? Hop. Tac, c'est la bleue. L'application 2, c'est la rouge. Donc l'application 1 a écrit dans la mémoire vive, l'application 2 a écrit dans la mémoire vive, le système, il écrit aussi dans la mémoire vive, donc il consomme de la mémoire. Hein. Jusque-là, tout va bien? Oui, ça va pas durer. Hop, on va mettre en noir, le système, etc. La quantité de mémoire vive de votre ordinateur est limitée. Vous avez une certaine quantité de mémoire. Chaque application consomme une petite partie de cette mémoire. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Imaginez, vous avez une application 3 qui doit se lancer. Elle a besoin de mémoire vive. Il n'y en a plus de libre. Qu'est-ce qui se passe? Le système va libérer de la mémoire vive. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, admettons que l'application 1 qui consommait de la mémoire vive, elle n'en a pas l'utilité. L'utilité d'une application de la mémoire vive, c'est quand elle veut la lire ou écrire. On va prendre l'exemple tout simple. Votre application, vous la démarrez, vous la lancez, mais vous ne l'utilisez plus.
Vous utilisez un autre logiciel. Bah, le premier logiciel, il a écrit des données dans la mémoire vive et il attend. Vu que vous n'utilisez pas le logiciel, il n'a pas ni à lire et à écrire dans la mémoire. Il l'a stocké temporairement dedans. Bah, que va faire votre système? Il va libérer de la mémoire vive. C'est-à-dire que ce qu'il y avait réellement dans la mémoire vive, il va le stocker sur le disque dur. Ça s'appelle la mémoire virtuelle. C'est-à-dire que votre ordinateur déplace les datas. Le système va déplacer ce qu'il y avait dans la mémoire réelle, il le stocke sur le disque dur. Ça a donc libéré de l'espace. Ce qui fait que maintenant, ma troisième application, elle va pouvoir aller écrire, je vais la mettre en vert, à l'endroit où ça a été libéré. Ah pardon, j'ai fait contour. Voilà. Donc mon application 3, elle écrit dans l'espace qui est vert. Vous voyez le système? Vos logiciels, ils écrivent, ils stockent des informations dans la mémoire. S'il n'y a plus assez de place, le système va libérer, il va faire de la place, en déplaçant le contenu de la mémoire vive sur le disque dur, pour faire de la place pour les nouvelles applications. Jusque-là, ça va? À partir de quel moment ça devient un problème? Le problème, c'est quand l'application 1 veut réaccéder à ces datas. Elles étaient stockées ici, ces datas. Sauf que maintenant, c'est celle de l'application 3 qui est en haut. C'est un message d'erreur qu'on voyait souvent avant. Vous aviez un message qui vous disait « L'application 1 a essayé d'accéder à un espace mémoire utilisé par une autre application. » Parce que lorsqu'une application utilise la mémoire vive, elle est censée verrouiller cet espace. C'est que pour elle. Sauf que là, il y avait une application qui accédait à un espace mémoire d'une autre application. Et ça arrivait sous Windows 95, sous Windows 98, ça arrivait très souvent, parce que les applications partageaient les espaces mémoire. Sur les systèmes Windows NT, sur les purs 32 bits, ça n'arrive plus. Pourquoi ça n'arrive plus? Parce que entre toutes vos applications et la vraie mémoire, eh ben, il y a un intermédiaire, il y a un processus qui est mis entre les deux. Vous avez ce qu'on appelle le GMV. C'est le gestionnaire de mémoire virtuelle. Il y a un processus dans Windows qui sert à ça. Le processus, il va servir à aiguiller les applications et surtout à faire ceci. Parce que je vais refaire mon exercice à l'envers. On recommence. J'ai mes 3 logiciels qui se sont lancés. D'accord? L'application 1 se lance. Elle consomme de la mémoire vive. D'accord? Eh bien, que va faire le gestionnaire de mémoire virtuelle? Il va simuler un espace mémoire qui prend toute la mémoire vive. En clair, quand l'application 1 démarre, le gestionnaire de mémoire virtuelle, il va lui dire « Chère application, pour toi, j'ai 32 Go de RAM. » Alors que c'est faux, hein. C'est complètement faux. Réellement, toute la mémoire vive n'est pas que pour l'application 1. Mais ce qui va se passer, c'est que le gestionnaire de mémoire virtuelle, il va créer cet espace de 32 Go, il va créer des adresses, il crée 32 Go de RAM d'adresses pour l'application 1. Quand l'application 2 va se lancer, il fait la même chose. Il simule 32 Go de RAM. Ce qui fait que l'application 2, elle va voir, entre guillemets, un espace de 32 Go. Juste pour elle. Quand le système se lance, le gestionnaire de mémoire virtuelle, il simule 32 Go de RAM. Il dit, tu as 32 Go de RAM pour toi, tout seul. Et il va simuler un autre espace qui fait 32 Go de RAM aussi. On est bien d'accord, réellement, mon ordinateur, il n'a pas 4 Tera de RAM. Hein. Il a 32 Go. Mais pour chaque application, le gestionnaire de mémoire virtuelle, il fait croire à chaque application qu'il y a 32 Go de RAM pour elle toute seule. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'application 3 va se lancer, le gestionnaire de mémoire virtuelle, il va dire à l'application 3,
tu as 32 Go de RAM pour toi aussi, à une autre adresse. Alors je vais faire des carrés un peu plus petits, parce que là, ça déborde un peu. Ça va donner des choses comme ça. À chaque fois, le gestionnaire de mémoire virtuelle, il simule 32 Go d'espace mémoire pour chaque application. Ce qui veut dire que quand une application, je prends l'application 1, elle veut lire ou écrire les datas dans la mémoire vive, elle va aller lire et écrire à une adresse, à une plage d'adresse. Mais quand l'application 2 va le faire, elle va lire à une autre adresse. Quand le système va vouloir lire, une troisième adresse. Quand l'application 3 va vouloir lire, une quatrième adresse. À chaque fois, c'est des adresses différentes. C'est ce que fait le gestionnaire de mémoire virtuelle. Il simule ces espaces-là. Ah, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas 4 fois 32 Go de RAM. Tout à fait. Ce qui va se passer, c'est que le gestionnaire de mémoire virtuelle, c'est lui qui va après redispatcher la mémoire virtuelle dans la mémoire réelle. Là où ça change, c'est dans l'exemple que je vous disais avant, c'était l'application 1 qui allait lire la mémoire. Avec le Windows NT, c'est le gestionnaire de mémoire virtuelle qui va aller lire et écrire dans la mémoire. Donc il n'y a que lui qui lit et qui écrit dans la mémoire. Donc il ne peut plus y avoir de conflit en fait. Il ne peut plus y avoir de conflit entre deux applications parce que chaque application va écrire dans une plage d'adresses différente. Chacune a une plage différente. Donc chaque logiciel s'exécute dans un emplacement différent. Donc un logiciel ne peut pas les lire dans une plage d'un autre logiciel. Ils ont tous des adresses différentes. C'est bon, j'ai perdu tout le monde là? Ça, c'est à partir de Windows 2000 en fait. Non, NT le faisait déjà. C'était pour ça qu'à l'époque, déjà Windows NT, il était 100 fois plus stable que Windows 95. Parce que Windows 95, alors erreur mémoire 2215, une application, ça s'appelait violation d'adresse mémoire, le message, pour ceux qui l'ont connu. Quand vous voyez violation d'adresse mémoire, c'est une application qui veut aller lire dans une adresse mémoire qui est utilisée par une autre application. Et ça, c'est pas possible. Violation d'adresse mémoire, Windows planté, on redémarre. Depuis Windows NT 3.51, ça n'existe plus dans les systèmes professionnels. Des violations d'adresse mémoire, c'est impossible. Parce que chaque application s'exécute dans une plage d'adresse mémoire différente. Et donc ça peut pas arriver. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ça et surtout pas de l'apprendre. C'est juste pour vous expliquer pourquoi ça coûtait plus cher et pourquoi c'est plus fiable et plus stable par rapport au système à base de DOS, du NTK, du Windows 95, 98 et ne parlons pas de Millennium. Ça plantait régulièrement parce qu'il n'y avait pas ces systèmes-là. Ça veut dire que le GMV, Oui. ce qu'il fait, c'est qu'il va aller discuter avec l'appli pour Oui. savoir ce dont il a besoin. Non, là c'est tout simple. L'application lui dit j'ai besoin de mémoire. Et le GMV il dit toute la mémoire est pour toi. Tiens, il y a 32 Go de RAM pour toi. Écris où tu veux là-dedans. L'application va dire je veux écrire à l'emplacement 22, imagine c'est le 22, et le gestionnaire de mémoire virtuelle il fait très bien. T'écris dans 22, il prend ce qu'il y a dans 22 et il le met dans la vraie mémoire lui. Donc il faut bien écrire quand même vraiment dans la mémoire. Oui, mais si je lui mets 32 Go d'écriture, Oui. il va pas la mettre dans la vraie mémoire. S'il y a Si. déjà, il est en train de le dire, il dit la même chose à l'application. Exact, il dit la même chose à l'application 2. Il dit à tout le monde il y a 32 Go de RAM. D'accord, mais au bout d'un moment, il est obligé de faire des priorités. Il est obligé de dire. Ah non, il fait pas des priorités. Non, il fait quoi? Évidemment, la mémoire réelle se remplit. Ah oui, oui. Mais quand elle est pleine, qu'est-ce qui se passe? qui- C'est toujours le même principe. Si ta mémoire réelle, elle est pleine, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'il y a dans la mémoire réelle et on le met sur le disque dur. D'accord. Sauf que c'est le GMV qui le fait. C'est lui qui fait tout. Ok. Il fait tout le boulot. C'est-à-dire qu'il va libérer les espaces mémoire pour l'application 3. Il le met sur le disque dur. Il stocke l'application 3 dans la mémoire. Et quand l'application 2 veut relire ses datas,
c'est un emplacement, l'exemplement, je t'avais dit, c'est l'emplacement 22. Donc, si tu veux, l'application 2, quand elle veut relire ses datas, elle envoie une requête. Affichez-moi le contenu de l'emplacement mémoire 22. C'est GMV. Et c'est la seule qui envoie une requête sur l'emplacement 22. Et le GMV le sait, lui. Il fait, vous voulez le 22? Bon, en fait, c'est le 54 dans la mémoire. Et il va chercher le vrai emplacement. Peut-être que dans la mémoire, actuellement dans le 54, il y a les données de l'application 3, ça se trouve. Ben, le GMV, hop, il va reprendre ce qu'il y a sur le disque dur, il le remet à un autre emplacement d'ailleurs, peut-être le 112, qui était libre, et hop, il va aller lire ce qu'il y a dans le 112. Ah, mais c'est un vrai boulot, hein, GMV, hein, je veux dire, t'as du taf. Hein. Mais il peut Mais- aussi, s'il n'y a pas assez de mémoire physique, il peut aussi travailler sur le fichier d'échange. Mais c'est exactement ce Ce que qui je fait viens ça d'expliquer là. ralentit. Non, c'est-à-dire que Non, c'est pas ce que je viens d'expliquer. Ah bon? Transférer les données de la mémoire réelle sur le disque dur, s'il ne peut pas libérer C'est- la mémoire, s'il peut comment ça plus- s'il peut s'il pas? peut C'est quoi ce que tu attends de libérer pas pouvoir? d'espace mémoire. Ah, qu'est-ce que... C'est-à-dire que comment si c'est possible, ça utilisé, il y a plus de le logiciel, tous les logiciels qui utilisent la mémoire physique sont en activité. Ouais... Donc il peut pas il peut pas en libérer un. Si, il le fait Si. quand même. Il le fait quand même. Il dit au logiciel qu'en activité, patiente, Non, je croyais que c'était faut que ça. je fasse du truc. Ah, Faut déplacer. Alors, après, faut pas se mentir. Tu as 32 Go de RAM et l'intégralité de tes logiciels utilisent les 32 Go de RAM, c'est que tu n'as pas assez de RAM. Oui, voilà. Ton PC est sous-dimensionné. Donc ça va ramer, Voilà, ça ça peut rame. aller jusqu'à... Ouais. Le logiciel peut pas se lancer. Ça peut arriver jusque-là. Hein. C'est sûr qu'il peut pas... Non mais le GMV, il fait pas des miracles. Hein. Il fait pas la multiplication des petits pains. Hein. Si effectivement, tu as lancé 5 logiciels et qu'il te faut 64 Go de RAM et tu n'en as que 32, il y a des logiciels qui ne se lanceront pas. Hein. C'est pas de la magie. Hein. Et c'est ça C'est juste son boulot, c'est qu'un logiciel n'aille pas utiliser un emplacement mémoire qui a été utilisé par un autre, pour éviter une violation d'adresse mémoire. C'est pas je vais multiplier la mémoire. Voilà. Le fait qu'il n'y ait plus assez de mémoire vive et donc on va faire du swap, c'est-à-dire déplacer le contenu de la mémoire réelle et le mettre sur le disque dur, ça existe depuis toujours dans Windows. Hein. Sauf que c'est le merdier dans les versions qui sont pas 32 bits. Avec les versions 64 bits, c'est le GMV qui va se charger de faire ça. Puis depuis les SSD, ça se sent plus trop, quoi. Ça se sent plus trop, effectivement. Oui. Du coup, quand tu installes un Windows, Oui. souvent tu as une plage finalement qui est allouée. Enfin, il y a toujours. On ne peut pas utiliser l'intégralité d'un disque dur, mais ça n'a strictement rien à voir, j'imagine. C'est exact, ça n'a strictement rien à voir. Ok. Voilà, t'as- Là, on parle de la mémoire vive. Hein. Là, c'est la RAM. C'est pas le disque dur. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça aurait pu être. Enfin, comme tu avais une mémoire virtuelle. Oui. Parce que, oui, mais bon, Windows, quand tu l'installes, lui, il a déjà tout préparé en fait, Oui. dans son. Ce mécanisme de libération de mémoire réelle et de déplacement sur le disque dur, c'est déjà dans, c'est intrinsèque à Windows. Il le fait par défaut, c'est ce qu'il fait. On peut l'enlever. C'est un truc qu'on peut désactiver, ça. Ou qu'on peut modifier. On peut en mettre plus, mais ça reste pas de la magie. Hein. Non. Vous avez 32 Go de RAM qui sont saturés. Bah, c'est le cas, voilà. Tu veux démarrer plus de VM. Tu utilises 5 machines virtuelles. Il t'en faut une 6e, une 7e. Il n'y a pas assez de mémoire réelle. Il n'y a pas assez de mémoire réelle. Hein. Le GMV, il va pas faire. Voilà, tu passes à 4 Tera de RAM. C'est la fête. Non, il est fait de rien du tout. Hein. Ça se lancera pas quand même. Hein. C'est pas la magie. Mais t'as pas un logiciel qui fait planter un autre logiciel. Ça sert à ça. Ça protège. L'objectif, c'est la stabilité. Ça protège. Comme tout à l'heure, au niveau de l'accès au processeur, vos applications essayent d'accéder au processeur. Si ton processeur est trop petit, le logiciel que tu utilises fait du calcul de trajectoire de comète et tu lances ton calcul sur ton 386, temps de calcul, 6 mois. Ah bah c'est pas parce qu'il est protégé le processeur qu'il va calculer plus vite, hein. Ça change rien. Tu vois? C'est pas de la magie, ça fait pas plus de perf, ce que je vous explique. Ça fait moins de plantage. C'est surtout ça. Et quand on continue dans les plantages, autre avantage, lorsque l'application 1, justement, est plantée. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette application? Elle fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elle va lire et écrire dans un espace mémoire. Dans l'exemple que j'ai là, c'est l'espace bleu. Et elle le fige, parce que comme l'application est plantée, elle le libère jamais. Elle dit jamais, moi j'ai pas fini de l'utiliser. Ça ne pose aucun problème, parce que les autres applications, elles lisent et écrivent dans un autre espace. C'est pas les mêmes adresses. Donc elles peuvent lire et écrire. Moralité, avec le GMV, quand une application plante sous Windows,
elle plante seule. Il n'y a que elle qui est plantée. Tu as 4 logiciels de lancer, ton navigateur il plante, point. Les autres logiciels continuent de tourner, au ralenti peut-être, ils sont ralentis parce que le processeur il est surutilisé, mais au moins, elles sont pas fermées, elles sont pas plantées. T'es pas obligé de redémarrer les autres logiciels. T'en kill un, celui qui est planté, c'est tout. Et donc c'est à ça que servent ces deux mécanismes. Le mode protégé et le gestionnaire de mémoire virtuelle, ça fait que le processeur est toujours libre parce que les processus système sont prioritaires, et une application plante toujours seule dans son coin parce qu'elles utilisent des plages mémoire différentes. Donc, bah, elles ne peuvent pas se manger le nez, elles ne peuvent pas entraîner dans leur chute ni une autre application, ni le système d'exploitation, qui utilise aussi des adresses mémoire différentes. Et c'est pour ça que ce système, c'est une tuerie. C'est pour ça que Windows, s'il y a des gens qui ont travaillé que avec les versions NT4, qui sont passés à Windows 2000, etc., si on leur dit, mais Windows ça plante tout le temps, ils vous disent, mais non, Windows ça plante jamais. De quoi vous parlez? Par contre, les gens qui ont travaillé que avec Windows 95, 98 Millennium, eux ils vont vous dire, Windows ça plante tout le temps. C'est normal, c'est pas la même structure, c'est pas le même noyau, il n'y a pas les mêmes process de protection, ça n'a pas coûté le même prix à développer. C'est normal. Tout est normal. C'est beau. Donc encore une fois, ça c'est une explication de pourquoi vous avez Windows plante jamais. C'est pour ça. Et c'est pour ça que le seul truc qui fait planter, c'est le matériel. Quand vous avez un défaut sur votre barrette de RAM, une surchauffe du processeur, le disque dur qui a un secteur défectueux, bon là Windows il fait pas des miracles. Hein. Ça peut pas réparer le matériel. Oui, ça fonctionne comme ça aussi. Mais il n'y a pas de miracle. Tu ne peux pas faire une VM qui a 64 Go de RAM sur une machine qui physiquement n'en a que 32. Pas sur Hyper-V, pas comme ça. Des questions? Ça va? Ouais. Parfait. Alors, si on installait Windows, ça serait bien. Parce que là, on en parle, et il nous faudrait du Windows 10 quand même, qu'on voit comment ça se... Oh, mais j'ai encore plein de merdier là-dedans, moi. Hop. Allez, ça décanille tout ça. Alors, éteindre. Bam. Voilà, on est bien. Hop. Et on supprime tout ça. Tada. Et puis je crois que j'ai des petits fichiers à supprimer aussi. Hein. Alors, il est où l'Hyper-V? Ah, il est là. Oh là, magnifique. Allez, CTRL A, cheat dessus. Et paf, ça fait du choc à pic. Allez, on va s'installer un petit Windows 10. On supprime toutes les VM du coup? Ah bah oui, là c'est bon là. Nickel. Christophe, Oui. moi j'ai pas terminé la maquette donc. C'est pas grave. T'avais un morceau qui fonctionnait un peu quand même? J'avais pas eu le temps de tester donc. Non mais t'avais rien du tout qui fonctionnait? J'avais pas fini. Oui mais t'avais commencé quand même un peu. Ouais. T'avais des morceaux qui fonctionnaient quand même? Non mais je suis pas allé jusqu'à tester en fait. Et donc? Bah donc je peux les laisser et terminer. Ok. Oh oui, bien sûr. Ah, ok. Ah mais moi je fais from scratch à chaque fois parce que je veux que ce soit propre. Ok. Voilà, si vous voulez garder vos trucs, je veux pas que tu me dises ah mais ce qu'on est en train de faire je peux pas le démarrer parce que j'ai 8 VM qui tournent derrière. Ok. C'est toi qui vois hein. Eh ben on peut pas. Ah ça se lance pas, non. Tu peux pas lancer la troisième, tu auras un joli message qui dira il n'y a pas assez de mémoire virtuelle vive. Alors, let's go. Allez, nouvel ordinateur virtuel. Alors, on va installer Windows à la main, c'est-à-dire vous n'utilisez pas vos modèles là. On va partir de zéro, on recrée un nouvel ordinateur virtuel et on va discuter de l'installation de Windows. Alors, on va commencer par Windows 10. Oui. Est-ce que vous l'avez l'ISO de Windows 10 dans vos ISO? Possible. Oui. C'est un oui positif? Parfait. Allez,
CLI XY01. Voilà comment il va s'appeler. Je coche bien sûr stocker l'ordinateur virtuel à notre emplacement comme on fait à chaque fois quand on crée toutes nos VM. Donc CLI XY01, bon rien de nouveau. Génération 1, très bien, rien de nouveau. 2048, rien de nouveau. Mémoire virtuelle, bon rien de nouveau. Connecté au vSwitch privé 01. Allez, on va tout de suite la connecter au vSwitch privé 01. C'est pas grave, suivant. Donc attention, là c'est nouveau. C'est pas comme vos modèles où il faudra faire... Oui. Je suis un peu à la bourre là sur le temps de supprimer comme Vas-y. d'habitude. Bah, de toute façon, c'est tout pareil que les fois d'avant, sauf ici. Donc tu fais nouvel ordinateur virtuel. CLI XY01. Je trouve qu'on lui fait son dossier comme d'habitude. Non. Non. Non, parce qu'on va pas utiliser les modèles. Ok. Donc il n'y a pas besoin de créer un dossier vu que vous n'allez pas utiliser les modèles. Alors, il en est où le G là? C'est bon? On en est à créer un disque dur virtuel? Eh ben vous faites juste suivant. On va laisser ce disque dur, il est très bien. Et ici, vous allez sélectionner, installer à partir d'un système d'exploitation. Vous allez chercher l'ISO qui va bien, c'est-à-dire l'ISO de Windows 10. Et on fait terminer. Attention, avant de démarrer la VM, n'oubliez pas de faire quoi? Mettre 4 cœurs et désactiver les points de contrôle. Et nous allons tous ensemble installer Windows 10. Première question. Quelle est la langue de Windows qu'on veut utiliser? Bon, on va laisser français, c'est pas ce que je veux faire. Premier intérêt dans lequel vous allez vous arrêter. Vous avez cette fenêtre qui vous propose d'installer Windows 10. Mais il y a une autre option ici qui s'appelle réparer l'ordinateur. Un peu plus tard dans la formation, je vous dirai, vous vous souvenez où il y avait l'option réparer l'ordinateur? On en aura besoin à ce moment-là, mais c'est pas maintenant. Donc, hein, dans le futur, je vous demanderai de vous souvenir du passé. Hein, le passé dont vous devrez vous souvenir dans le futur, c'est maintenant. On a trop de trucs à ça. Ok, là, c'est bon Passé, mais j'ai jamais souvenir de tout. Ah, je sais, c'est chaud. Mais c'est pas grave. 2h36 et 33 secondes, note. Souvenir du passé, du futur. Souvenir du passé futur. Il a dans ta mémoire virtuelle. Ouais, Ouais, là, la ça mémoire swap là. vive. Il y a le GMV qui est en train de remplacer dans la mémoire. Donc bon, à main donnée, je vous dirais, il faudra qu'on répare l'ordinateur. C'est par là. Ce sera là qu'il faudra revenir si quelqu'un s'en souviendra. Ce sera bien, sinon. Eh ben, on fait installer maintenant. Allez, on installe. C'est parti. L'accord de licence. Évidemment, on n'a pas de licence, donc vous faites j'ai pas de clé de produit. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. C'était quelle version de Windows 10 qu'on avait installé? Donc vous prenez bien Windows 10 professionnel, hein, faites attention. Pas de version familiale. Même si aujourd'hui on n'a pas Active Directory, demain on l'aura. Pas demain, c'est demain façon de parler, hein, dans un futur proche. On aura Active Directory. C'est quoi la professionnelle N? Je sais pas, on l'a pas déjà dit ça? Non. Si. On verra plus tard les différentes versions de Windows. Non. Si, t'avais dit ça. Windows N, il n'y a pas, il n'y a pas les outils multimédia, il me semble. J'accepte les termes du contrat. Faut choisir personnalisé parce que c'est pas une mise à jour que vous faites. Voilà. Et vous allez vous arrêter ici. Ah, moi j'ai un problème. Moi aussi, j'ai un problème. L'installation était annulée. Ouais, moi aussi. Ben, je sais pas. Contrat licence. Ah, mais non. C'est pas le contrat licence. Il y a écrit l'installation est annulée. Point. Donc, l'installation est annulée. J'ai eu un message d'erreur. je sais Qui plus. disait quoi? Je sais plus là. Ah, tu l'as lu? Là, oui. Windows ne trouve pas le contrat de licence Microsoft. Ah, alors ça arrive quand il y a un souci avec l'ISO en général. T'as essayé de redémarrer? Et là ça remarche. Redémarre-le, ça remarche.
Oui, bon, il y a peut-être un souci de lecture dans le fichier. Attends, J'ai fait 2 fois et à la deuxième fois ça a marché. je redémarre. Bon, bah redémarre. Alors. Donc je souhaiterais que vous vous arrêtiez à cette fenêtre-là. C'est celle dans laquelle vous pouvez choisir le disque dur sur lequel vous installez Windows. D'accord? Vous allez cliquer sur ce bouton-là, Nouveau. Je souhaiterais créer une partition dans laquelle je vais installer, à tes souhaits, mon Windows 10. Donc je clique sur Nouveau. Et ici, vous allez écrire 50 000. Donc après avoir cliqué sur le bouton Nouveau, il vous demande quelle est la taille de la partition que vous voulez créer. Vous écrivez 50 000 et vous cliquez sur le bouton Appliquer. Lorsque vous allez faire ça, normalement, une boîte de dialogue s'affiche que, bien évidemment, vous allez lire. Cela va sans dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette fenêtre? Qui voilà, pour créer des partitions supplémentaires. Dans quel Ça objectif? Ah bah c'est écrit, c'est la première ligne. Pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. Oui. Juste, du coup, là ça fonctionne. C'était quoi? Fallait mettre mise à niveau? Dans quel type Non. d'installation? Hein, mise à niveau, c'est que pour mettre à niveau Ah en oui, Windows. Là, t'as rien dessus. Ouais. Donc c'est forcément personnalisé. Merci. Donc relisons ce message. Pour vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, j'adore cette phrase, pour que les fonctionnalités fonctionnent. Il n'y a pas écrit hein, pour que les fonctionnalités marchent. C'est pour qu'elles fonctionnent correctement. Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers système. Donc là, il vous prévient, c'est pas impossible qu'il y ait des trucs en plus que vous n'ayez pas demandé. Bah, on va répondre OK quand même, hein, parce que moi j'aimerais bien avoir ma partition. Hein. Effectivement, vous avez demandé de créer une partition de 50 Go. Est-ce qu'elle a été créée? Bah normalement oui. Bon, je vois, j'ai ma partition 2. Mais alors tiens, Samerly-Popiette. Il y a une deuxième partition qui s'est créée toute seule. Ça c'est cocasse. Vous avez demandé une partition. Et le gars il crée 2 partitions. Pourquoi? Eh bien, il nous l'a dit. Elle disait quoi, la petite boîte de dialogue? Pour les fichiers système. Non, Les pas non. fonctionnalités fonctionnent. Pour que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement. Eh bien, c'est pour ça qu'il l'a fait. Si vous avez 2 partitions pour le prix d'une, c'est parce que Windows anticipe le fait que vous utilisiez une fonctionnalité de Windows. Il y a une fonctionnalité dans Windows qui nécessite cette petite partition. Donc c'est elle l'intrus. Hein. Il y a une partition de 50 mégas qui s'est créée toute seule. C'est pas vous qui l'avez faite. Hein. Elle est venue se créer toute seule. Pourquoi? Pour une fonctionnalité Windows qui s'appelle BitLocker. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot-là? Oui, c'est quoi BitLocker? Aucune idée. C'est quelque chose qui n'est pas dans la version familiale, par exemple. Il n'y a pas BitLocker dans la version familiale, mais il y a dans la version pro. BitLocker, c'est un système compris dans le prix, qui est dans votre version professionnelle, qui permet de chiffrer des partitions. Alors, le chiffrement, ça vous dit quelque chose? On dit souvent le cryptage. C'est pareil. L'idée est la suivante. Vous avez votre Windows d'installer sur un disque dur. Vous avez mis des fichiers dedans. Je suis un vil pirate de l'informatique, mais je suis surtout un voleur. Donc, je vole votre ordinateur portable. J'ai pas votre mot de passe. Mais c'est pas grave. J'ouvre l'ordinateur portable, je récupère le disque dur, je prends le disque dur et je le mets sur une clé USB, etc. Ou je le mets dans mon ordinateur. Est-ce que j'accède au contenu du disque dur? Oui. J'accède à toutes les datas. Aucun problème. Vous l'avez peut-être déjà fait, prendre le disque dur d'une machine, le mettre dans une autre. Oui, vous accédez à toutes les datas, il n'y a aucune protection. Hein. C'est pas fou, hein. Surtout quand on est commercial, on a des données peut-être sensibles. Dans le milieu bancaire, imaginez, vous êtes commercial dans le milieu bancaire, on a tous les vrais taux d'intérêt, parce qu'on ne facture pas au client, tout est écrit dans un fichier Excel. Je vole ton ordinateur, hop, youpi, j'y accède, c'est la fête.
Ça craint. Donc il est possible, si vous activez BitLocker dans Windows, de dire ces 2 points, il est chiffré. La partition, le disque dur de votre ordinateur, il est entièrement crypté. Ça veut dire que si je refais le malfrat, je vole l'ordinateur portable du commercial, je prends le disque dur, je le mets sur mon ordinateur, données lisibles, 0. Tout est chiffré. Incassable. Incassable. Ah, quand tu auras des ordinateurs quantiques opérationnels, oui. Sinon, en moyenne, les chiffrements BitLocker, avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, c'est 20 ans pour casser le chiffrement. Peut-être que ça aura changé de taux d'intérêt d'ici 20 ans. Tu connais Voire pas les plus. sauts de marge d'interprétation. Non, je ne sais pas du tout. Et voilà, c'est pour ça que tu C'est pour ça. te voles. Et en fait, non. Je t'expliquerai. En fait, c'est que des gentils, les banquiers. Ouais. C'est des victimes. C'est des commerçants. Dans cette affaire, c'est des victimes. C'est des victimes. Ce sont des gens comme vous. Voilà, donc l'idée de BitLocker, c'est de dire je voudrais sécuriser le disque dur en cas de vol, que quelqu'un de pas habilité puisse pas accéder au contenu, peu importe les datas qu'il y a dedans. Sauf que BitLocker, je vous ai dit que c'était quelque chose qui servait à chiffrer, c'est un truc qui sert à crypter. Et bien, c'est un programme, hein, en fait, tout simplement, BitLocker, c'est un logiciel. Ce logiciel, quand mon commercial préféré démarre son ordinateur, il aimerait bien accéder aux datas, je pense, hein. Donc il faut les déchiffrer. Il faut déchiffrer au démarrage. Sauf que le logiciel, pour qu'il puisse déchiffrer, il ne faut pas qu'il soit sur une partition qui soit chiffrée. C'est pas possible. Il ne peut pas s'auto-déchiffrer lui-même. Ça sert à ça, ce petit bout de 50 mégas. Dedans, il y a BitLocker qui va venir se mettre. Ce qui fait que quand vous allez démarrer votre ordinateur, BitLocker vous demande votre mot de passe, vous mettez le bon mot de passe, ça va déchiffrer toute la grosse partition. Et Windows va fonctionner normalement. Quand vous allez arrêter votre ordinateur, BitLocker, il va chiffrer votre grosse partition. Et il s'éteint. Sauf que lui, pour exister, pour vivre, il faut qu'il soit sur une petite partition. Donc ce petit bout de 50 mégas, il sert au cas où, un jour, vous voulez activer BitLocker. C'est un prérequis. Dans les premières versions, donc c'est depuis Vista hein, que ça existe. Ah putain, j'ai réussi à le dire sans... C'est rare ça. Ouais, c'est depuis Windows 7. Donc depuis Windows 7, il y a BitLocker. Et ben dans ces versions-là, lorsque vous installiez Windows, il faisait une partition unique. Et si vous vouliez activer BitLocker après, ça vous disait « Ah, désolé, vous n'avez pas fait la petite partition au début, je peux pas fonctionner. » On devait réinstaller Windows en fait pour tout péter et recréer la... Ah, c'était chiant. Ah, c'est gros. Ah, c'est gros. Fallait bricoler. Donc là, c'est pour ça que depuis pas mal de versions de Windows, il anticipe le fait que vous ayez besoin de BitLocker un jour. Oui. Il n'est pas activé de base. Tout à fait. Il n'est pas du tout activé. Son envie. C'est vraiment au cas où. C'est au cas où, si tu veux l'activer, les prérequis matériaux sont validés. Tu as la petite partition exprès pour BitLocker. Donc mon beau-père qui mettait les coups de masse sur un disque dur parce qu'il avait peur qu'on ait accès à son disque dur, il a dû activer BitLocker. Ah bah oui, tout simplement. Alors, maintenant, on part dans la paranoïa là. Ouais. C'est ça lui dans la parole. BitLocker, c'est une invention de qui? Windows. Ah. Microsoft. Windows, Microsoft. Microsoft, c'est une société de quel pays? United States. Ah. Do you trust United States of America? J'ai formé un jour des militaires, et ils me disaient, ils partent du principe que tout ce qui est américain, il y a une backdoor pour la NSA dedans, ils font CTRL F2, et ça accède à tout. Ils partent du principe que ça. Ça a été inventé par une société américaine, il y a une backdoor dedans, à tous les coups. Mais ça se trouve, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et ils me disaient, par exemple, voilà, on parlait du chiffrement, et ils ont dit, BitLocker, c'est certainement très solide comme fonctionnement. Sur les ordinateurs militaires français, c'est un système de chiffrement français, développé par une société française. Point. Si ça se trouve, ce que je te dis, la backdoor pour la NSA, c'est complètement faux. Il n'y a pas de backdoor parce que Bill Gates, tous les éditeurs, ils se protègent aussi de l'armée américaine, peu importe. Ouais, c'est en train de dire Mais- qu'il y a un BitLocker français spécifique. Oui, bien sûr, ils ont des systèmes de chiffrement français, faits par les Français. Oui, c'est logique. Tout à fait. Donc maintenant, je ne sais pas où il travaillait Oh, mais je sais et quelle pas. paranoïa il a, C'est une mais si c'était paranoïa. pour éviter de donner des coups de marteau dans des disques durs, oui, il active le BitLocker. Je suis pas sûr que la NSA soit très intéressée par ces infos. Je sais
sais pas si c'est un truc sexuel, c'était pas très grave. Ah oui, ça va. Ça, on a des copies de sauvegarde de ça. Après, il était CRS, alors peut-être qu'il avait des trucs. Ah, bah il avait peut-être récupéré des fichiers, je sais pas Je sais trop. pas, mais c'est excité sur la discussion. Qu'est-ce que tu fais? Il devait vraiment y avoir des données qu'il voulait pas qu'on retrouve, hein, dis donc. Hein. Il y avait des trucs, hein. Alors après, En fait, si il fallait bien c'est qu'on se pour, dedans. Ça, c'était si c'est pour cacher tes données, oui, autant le scier avec, ou le défoncer avec un marteau, hein, si c'est pour pas qu'on les retrouve, Ah, là, c'est potentiellement. Parce que BitLocker, c'est intéressant quand on veut chiffrer, mais surtout déchiffrer. Ah oui. L'idée, c'est se protéger Le contre des attaques potentielles de gens non désirés, mais je veux quand même y accéder, moi, aux données. Hein. Je veux que ça se déchiffre à un moment donné. J'aimerais bien revoir mes vidéos, quand même. Ça a l'intérêt. Donc voilà. Et je suppose que si vous regardez tous les ordinateurs que vous avez chez vous, etc., vous avez cette petite partition qui s'est créée au démarrage de la machine. Au cas où, un jour, vous voulez utiliser BitLocker. C'est que sur la version pro du coup. Et étonnamment non. Sur les versions familiales, il le fait aussi. Parce que on peut faire des mises à jour. Des mises à niveau de système. Tu as acheté une version familiale. Bon, c'était comme ça, c'était pas cher, c'était ton PC. Tu dis, bon, allez, maintenant j'ai les moyens, je me paye une version pro. Évidemment, ma version pro, elle a BitLocker. Je veux l'activer. Ah, bah c'est pas possible, il n'y a pas la petite partition. Eh ben si, elle y sera. Donc, c'est cocasse. Les versions familiales créent la petite partition de 50 mégas pour éventuellement activer BitLocker que tu n'as pas dans la version familiale. Mais au cas où tu fasses une mise à niveau vers la version pro, c'est prêt aussi. Je pense vraiment à tout. Ça sera dans le BIOS, c'est pas dans Ah, le Windows. oui. Qu'est-ce que de quoi dans le BIOS? Je sais pas. Tu parles de la partition plus là? Non, BitLocker. Ah, c'était ça le début de la Tu phrase. vas activer Ah, BitLocker. si on fait la vraie phrase, donc si je veux activer BitLocker, est-ce que c'est dans le BIOS? Oui. C'est Microsoft qui a fait le BIOS? Oui. Ah ouais. Je sais pas, non. Microsoft fait des BIOS maintenant. C'est Ah bah je suis content, je vais l'apprendre, c'est une nouveauté ça. question. Oui, mais c'était la réponse. Bah je m'étonne, non, bien sûr que non. Où est-ce que Microsoft Alors, font je Windows. vais faire une phrase plus simple. Où est-ce que j'active BitLocker? Bah dans Windows. Ouais, merci. Bah dans Windows, t'appuies sur le bouton démarrer, t'écris BitLocker. Bah t'as BitLocker qui sera, c'est un logiciel. D'accord. C'est un logiciel comme le bloc-notes. Et puis dans BitLocker, tu fais voulez-vous chiffrer C? Oui, je veux chiffrer C. Et Ah, tu peux en plus choisir les partitions. Ouais. Et maintenant, il y a un truc qui s'appelle BitLocker To Go. Donc tu peux chiffrer. Au début, il n'y avait que la partition système. Maintenant, tu as C, D, E, même les clés USB si tu veux. Tu peux chiffrer ta clé USB si tu veux avec BitLocker. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut pas oublier ton mot de passe. Ouais. Ah, là, par contre, c'est mort. Là, c'est fin de l'histoire. Il y a un truc que je comprends pas franchement. Là, on avait la version pro, enfin, on a mis Windows Pro. Pourquoi il a fallu qu'on rentre 50 000 pour qu'il nous propose de créer la deuxième partition? Si on aurait fait continuer tout simple, ça aurait Il l'aurait fait quand même. Ah, il l'aurait C'est fait parce quand que je voulais que vous le voyiez. Ok. Je voulais que ça s'affiche, qu'il y ait deux partitions. Ok. Et si effectivement, tu fais une install en faisant suivant sans réfléchir, eh ben il fait quand même la petite partition de 50 mégas. Je te le dis juste pas pour. C'est juste que tu le vois pas, effectivement. Donc ça veut dire que vous avez deux partitions qui sont créées par votre Windows. La petite partition de 50 mégas, au cas où un jour vous souhaiteriez éventuellement activer BitLocker, donc qui, je vous le rappelle, est un système de chiffrement de partitions. Et la partition de 50 gigas, puis il y a de l'espace libre encore derrière. On va laisser l'espace libre comme ça. On s'en occupera plus tard. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, mais fut un temps, on installait sur les premiers disques durs SSD qui n'étaient pas très grands. Et c'était embêtant de perdre 50 mégas. Alors, je vais vous faire une petite manip. Comme vous l'avez remarqué, il y a un bouton étendre ici. Et ben moi, ce que je voudrais faire, c'est dire, franchement, c'est 50 mégas, moi j'en ai pas besoin. Hein. BitLocker, je l'activerai jamais. Je le sais déjà. Si déjà je le ferai pas, je gâche 50 mégas. Alors bon, sur des disques durs qui font 4 Tera, on n'est pas à 50 mégas près. Mais à l'époque où on avait des SSD qui faisaient que 60 gigas, 50 c'était déjà pas mal, hein. Ça faisait 1% de perdu pour rien en plus. En plus pour un truc dont on se servira peut-être jamais. Donc ce que je vais faire, vous voyez, il y a un bouton supprimer, je vais supprimer la partition de 50 mégas. Donc là, alors évidemment, je l'ai supprimé, là je dis adieu à BitLocker. Hein. BitLocker, je pourrais jamais l'utiliser, c'est pas grave. Et ma partition ici, je voudrais l'étendre. Ah, c'est cool. Je veux étendre, non, mais je veux garder mes 50 mégas.
Et ceux-là, là, qu'est-ce que je peux en faire? Les 50, je peux pas étendre. C'est nouveau. À nouveau, ça va refaire un nouveau lecteur, là, de 50 mégas. Bah, super, j'ai refait un lecteur de 50. Eh ben non. Si vous voulez étendre une partition, il faut que vous ayez de l'espace non alloué après. Windows, il étend que s'il y a de l'espace vide après, pas avant. Donc la solution, c'est ceci. Regardez ce que je vais faire. La partition actuellement de 50 Go, je vais la supprimer. Oui, je perds toutes les datas. Et c'est celle de 50 mégas que je vais étendre. Et je la fais à 50 Go. Ça a donné quoi? Ça a donné maintenant que j'ai une partition de 50 Go, de l'espace non alloué, dont je pourrais me servir plus tard. Et là, j'ai une seule partition. Tout mon Windows sera dans une seule partition. Attention, si là je fais suivant, adieu BitLocker. BitLocker, je ne pourrai jamais l'activer. J'aurai pas la petite partition dédiée pour BitLocker. Donc c'est un choix. Il y a des gens qui préfèrent avoir Windows dans une seule partition. Ils préfèrent, c'est plus simple. C'est vous qui voyez. Cet exercice, c'était surtout pour vous montrer que lorsque vous n'utilisez pas l'intégralité de l'espace disque, il y a un petit message qui s'affiche. Je vais le refaire. Qui vous dit que pour toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, il va créer des partitions en plus. Et c'est donc normal que vous ayez une petite partition de 50 mégas qui sera utilisée éventuellement lorsque vous voudrez activer BitLocker. C'est normal que vous ayez cette composition de partitions. C'est green? Bon bah next alors. Allez, suivant. Le nom alloué, on ne le fait pas. Pardon? Le nom alloué, on le fait pas. Non, non, vous le laissez comme ça. On le fait comme ça. On le laisse comme ça. Donc normalement, si comme moi vous faites suivant, vous avez une petite partition de 50 mégas, une partition de 50 gigas et de l'espace non alloué. C'est parti. Ça installe Windows. Mais 50 mégas, Hmm. c'est pas du tout. Pourquoi ils voulaient quand même l'économiser? C'est comme ça. Parce que moi j'ai besoin de 100% de l'intégralité de mon espace disque parce que je consomme beaucoup d'espace disque. Même 50 mégas, ça fait beaucoup pour Si on moi. a 50 mégas près, c'est chaud. Ouais, ouais, ouais. Ouh, mais tu sais que tu peux en mettre des choses dans 50 mégas. Hein. Mettre quoi? C'est important. En même temps, tu t'es connu que des gigas, des terras, etc. Eh ouais. Vraiment, Mon premier disque dur, il faisait 10 mégaoctets. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, putain, je le remplirai jamais. J'ai appris après que cette phrase était complètement débile. J'en ai rajouté quelques-uns après des disques durs. Tu mettais quoi là-dedans? mais c'était pas des données comme aujourd'hui. À Windows 3.1, je mettais le DOS. Ça consommait pas autant. T'avais pas des films en Ultra HD, 4K. Ah bah non, déjà quand t'avais une image en couleur, Ouais, mais Ouah, 16 couleurs. Waouh, pour les lignes, ça a toujours été en 4K. C'est quoi cette époque? Ça comptait les 4 kilooctets, tu veux dire? Ça comptait les couleurs. Ouais, on comptait les couleurs. Ça s'affichait. Après 16 couleurs, Ah oui, attends, c'est vrai. les premiers écrans c'était 2 couleurs. Hein. On a que 2 couleurs. Je les ai vus ceux-là dans Retour vers le futur. C'est ça. Quand Marty revient vers sa mère. C'est ça. Après il y a eu 16 couleurs, 256 couleurs, 16 millions de couleurs. Hein. Le VGA. Alors, voilà. Le VGA c'était la fête. Hein. Ah, t'imagines pas la dimension des écrans, le poids des écrans. Les écrans à tube, 15 kg l'écran. En tant que stagiaire, j'en ai porté plein. T'en as porté? Moi aussi. Mais tiens, tu vois, tu veux les mettre au 4e étage. Les mecs ils ont quoi? Des 19 pouces Katogi. Oh, Ah, putain, oui, 19 pouces à tube. Oh, 25 kg l'écran. Je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un dedans en fait. Ah ouais, je sais pas, il y a quelqu'un qui devait pédaler à l'intérieur pour. Il devait passer les photos pour les autres devant l'écran. Ouais, c'était le bon temps. J'imagine même pas s'il y a des écrans comme ça à tube, 22 pouces à tube, le recul qu'il fallait pour ça. Ça a vite évolué quand même.
Ça... Oh, c'est pas si rapide que ça. Hein. Ouais, 30 ans quand même. C'est bah, oui, c'est pas rapide. Hein. Il met son temps là, donc tu veux. Bah ça y est, il a fini là. Hop. Ah, les bonnes LAN avec les écrans, putain, t'as raison aussi. Ah. Putain, on déplaçait tout dans le coffre de la bagnole. Tous les écrans, les UC, le merdier qu'on déplaçait. Imagine ici la pièce. Et dedans, Ah bah là, ça tenait pas là. On dit qu'on rentre pas. Ah bon, on rentrait pas là. On rentrait pas là. Déjà. On rentre plus dans la salle. Déjà là, vous avez 2 écrans par ordi. T'imagines à l'époque avoir un 2e écran. De toute façon, les cartes vidéo, elles avaient pas double sortie. C'était impensable. Et voilà. Démarrage des services, installation des périphériques, le plug and play se lance, magnifique. Installation automatique des pilotes, magnifique. Trop beau. Tout ça est déconcertant de facilité. Eh ouais. Quelqu'un a des difficultés concernant l'installation de Windows? Ça va, c'est facile. C'est le début. Tout le monde a signé ce matin? Vérifiez vos signatures. Et oui, tout le monde a signé ce matin. Félicitations. Tac. Et donc, 4. Ah, mais non, je peux pas. Ah, il faudra demander un copie. Je peux pas réouvrir pour hier parce que c'était pas moi le formateur. Il va falloir demander à Coralie. Je sais plus qui c'est qui avait pas signé hier. Je demanderai tout à l'heure. Alors fais attention. Alors, je te conseille de venir avec un petit paquet de M&M's. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est pour toi que je dis ça. Hein, c'est. Faut qu'il voit. Elle peut se permettre, triglycéride, elle en a pas. Donc, Mais c'est la technique pour. voilà, ça c'est pas mal ça. Ah ouais, quand tu vas voir Coralie, ouais, les M&M c'est bien. Pas les Kit Kat, les M&M's. Ah, moi je te dis le top. Ah non, mais. Voilà, si tu veux une valeur sûre. Sans... Moi, ce que je veux, c'est qu'elle accepte. Donc, Voilà. autant utiliser la valeur sûre. M&M, ça c'est sûr qu'elle accepte. Ah, commençons par la région. Est-ce bien celle-ci? Oui, je suis en France. Oui, c'est un grand oui. Je veux le clavier en français. Oui, c'est un grand oui. Non, je ne veux pas ajouter de deuxième disposition du clavier. Oui. Je n'ai pas accès à Internet. Non, je n'ai pas Internet. Et je continue avec l'installation limitée. Qui sera amené à utiliser ce PC? C'est... Allez, on va dire Grisou. Retraité. Le jeune retraité. Bah maintenant, il fait de l'informatique. Il a du temps maintenant qu'il fait plus de football internationalement. Là. Pardon? Il va faire son CV lui aussi. Il va devoir refaire son CV. On met tout sur nous en fait. Ouais, oh. Pas question de leur filer mes datas, hein. Oh. Les datas de Grisou. Mais en réel, chez nous, on met tout le monde. Fais ce que tu veux. Ah bah je peux pas choisir à ta place. Non, mais c'est pour- En réel? De quoi? C'est
La sécurité en fait. Comment ça, c'est la sécurité? De quoi tu parles? Non, mais je parle par exemple, comment on appelle ça? Où on se situe par exemple. La localisation, ça s'appelle. Localisation. Ouais. Bah, est-ce que On tu est souhaites pas donner obligé. ta localisation à Microsoft? On n'est pas obligé. Ah bah tu fais ce que tu veux. Voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai dit, moi je choisis pas à votre place. Ouais. Moi je suis parano, donc moi je dis non. Mais si tu veux, tu dis oui. Ah, moi, je dis non. Et bah tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est pas dit que ton entreprise, elle, va pas dire, il faut répondre oui, parce que oui, on participe, on a besoin de la localisation pour nos Windows, c'est possible ça. Hein. Et voilà. Il est installé le gars. Eh bien, il est beau. Magnifique. Vous en êtes où? Nous préparons On votre s'entend pour système. plusieurs minutes. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Nous allons donc patienter plusieurs minutes. Patience. Je vois pas la même chose quand j'appuie sur le menu démarrer, sur le bouton droit. Pardon? Je vois pas la même chose quand je... Faut faire clic droit de souris sur le bouton démarrer. Est-ce que tu as fait clic droit de souris? C'est pour ça. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas les mêmes effets, c'est que c'est pas la même cause. Une fois que vous aurez fini et que vous aurez réussi à ouvrir votre Windows, je vous invite à faire clic droit de souris sur le bouton démarrer et de choisir l'outil qui s'appelle gestion des disques. Et normalement, en ouvrant l'outil gestion des disques, vous devez voir votre disque dur avec la fameuse petite partition de 50 mégas qui est bien là. Est-ce qu'elle est là? Cette petite partition. Cette petite futée. C'est normal. Question, est-ce qu'il existe aussi sur Windows 11? Pourriez-vous aller dans le gestionnaire de disque de votre hôte? Donc je vais vous demander sur votre hôte, si vous allez dans l'outil gestionnaire de disque,
sur le disque dur de votre hôte, est-ce qu'il y a aussi une petite partition au début Non. réservée au système? 100 mégas. Alors oui ou non? Oui. Déjà. Est-ce qu'elle est là? Ah oui, c'est Windows 11. Il est plus gros. Ce sera le cas, logiquement, dans tous les Windows dans lesquels vous allez travailler, la plupart en tout cas, vous devez avoir toujours cette petite partition au début qui est créée naturellement quand on veut, éventuellement pour le cas où vous voudriez activer BitLocker. C'est écrit en NTFS. C'est... En NTFS. Oui, mais j'en ai pas parlé de ça encore. Non. Juste, j'ai demandé, est-ce qu'elle existe? Oui. Oui, bah, c'est tout. Et donc, c'est normal. Est-ce que c'est gâché? Si vous utilisez jamais BitLocker, oui, c'est gâché. Sinon, bah, si vous avez de la place, fichez un petit peu. C'est vrai aussi sur les serveurs. Hein. Si vous installez des serveurs aussi, il y a aussi la partition de 100 mégas parce qu'il y a BitLocker sur les serveurs aussi. Donc finalement, vous aurez tout le temps ça, dans toutes les versions de Windows, cette petite partition réservée au système qui sera là le jour où vous voulez activer BitLocker. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à installer son Windows? Ça va? Pas d'erreur? C'est terminé? Vous êtes arrivé jusqu'au disque dur? Très bien. Vous avez donc cet outil-là, normalement, qui doit ressembler à celui que moi j'ai installé? Oui? Oui. La partition de 100 mégas? Votre disque dur de 50 gigas? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, donc nous, on a voulu créer une partition. Le système, il en crée 3. Ça l'a fait du slip, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Partition de récupération. Vous vous souvenez, quand on a booté sur l'ISO, il y avait une possibilité de réparer Windows. Et bien ça va vous permettre de réparer Windows sans booter avec l'ISO. Dedans, vous avez des outils de réparation de Windows, de récupération de Windows. Donc on peut le réparer sans le céder. On verra comment est-ce qu'on fait ça plus tard. Donc elle est là pour réparer Windows. Et qu'est-ce qu'il me reste? De l'espace non alloué. Si on utilisait la méthode ancestrale Microsoft. Ouh la vache! Sa mère l'hypopiette. Donc je vous invite à faire un clic droit de souris dans l'espace non alloué de votre Windows. Et ben il y en a des choses. Dedans, je peux faire un nouveau volume simple, ou un nouveau volume fractionné, ou un nouveau volume agrégé par bande, ou un nouveau volume en miroir, ou un nouveau volume RAID 5. Ah, c'est pas mal! C'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Bon, alors là, déjà, on peut en faire qu'un seul. Oui, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont limitées suivant le système d'exploitation que vous utilisez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire que sur un serveur, pas sur un client. Pourtant, le menu, il est là. Il y a tout dedans. Eh bien oui, mais parce que c'est le même noyau. Donc, des fois, on retrouve certains trucs qu'on voit sur un client, mais on pourrait le faire que sur un serveur. C'est pas grave. Alors, nous, celui qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est celui-ci. Nouveau volume 5. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois le mot partition. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une partition de disque? Pas. Vous savez pas ce que c'est qu'une partition? Je vois ce que c'est, mais j'ai pas la définition exacte. Pour l'instant, de ce que tu vois, si tu devais me le dire avec tes propres mots, C'est Ce une serait quoi? partie, de disque dur, de la mémoire. c'est une partie du disque dur. Bah, c'est exactement ça. Une partition, c'est ça, c'est un morceau de disque dur. C'est une partie du disque dur. C'est pour ça que ça s'appelle partition en fait. Alors on pourrait confondre et se dire oui, mais moi je suis pas très mélomane, je sais pas lire le solfège, tu vois. Bon, ça n'a aucun rapport. C'est une blague musicale. Donc la partition, c'est ça. Tu as un disque dur de 1 Tera, 2 Tera. Tu veux utiliser un morceau plus petit de ton disque dur, tu vas créer une partition. Tout simplement. C'est ça qu'on va faire. Jusque là, ça va? Voilà.
Chaque partition que vous allez créer a une certaine taille, 10 Go, 20 Go, 50 Go, peu importe. Et elles sont formatées avec un système de fichiers. Alors là, ça va être très important. Alors, je fais nouveau volume simple. Alors, quand vous faites nouveau volume simple, nouveau volume d'ailleurs, quel que soit celui que vous choisissez, ça veut dire créer une nouvelle partition. Avant, dans les anciennes versions de Windows, il y avait écrit nouvelle partition. Maintenant, il y a écrit nouveau volume. Je ne sais pas pourquoi. Marketing qui a dû passer par là. Pourquoi est-ce que les partitions sont devenues des volumes? Je ne sais pas trop quoi vous donner comme explication. Donc je choisis nouveau volume simple, ça veut dire créer une nouvelle partition simple. Et vous allez donc avoir un assistant qui va se lancer, qui vous demande la taille de la partition. Il me propose ce qui reste, à peu près 80 Go, je crois 80 Go. La lettre, la prochaine lettre disponible c'est E, mais vous avez un menu, vous pouvez prendre la lettre que vous voulez, je vais laisser E, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Ce qui va m'intéresser, c'est ça. 32, ouais, NTFS. Mauvaise réponse. Faux. Il y a écrit FAT32, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. Hein. Parce que là, si tu arrives à lire le chiffre 32... Exprès. J'ai bien fait de rentrer dedans alors, si tu l'as fait exprès, Eh oui. si tu voulais que je réagisse. Hein. Mec, il est drôle. Et en plus, il se fiche mon gueule. Et nous, Putain, le commercial. c'est pour animer. Donc, on a dit que la partition, c'était un morceau du disque dur. L'emplacement, une partie du disque dur. Le formatage, c'est quoi? C'est une question. On enlève tout ce qu'il y a dedans. C'est pas faux, ça sert à effacer, mais enfin, Shift Sucre, ça sert à effacer aussi. Hein. Ça sert pas d'abord à ça, le formatage. C'est plutôt un effet secondaire du fait qu'on perd tout. À quoi ça sert? Pourquoi on formate une partition? À nettoyer. Toujours pas, donc c'est encore une fois un effet secondaire, c'est pas d'abord pour ça qu'on le fait. Pour mettre des fichiers système. Système de fichiers. Alors, on le formate avec un système de fichiers, pour un système de fichiers, mais ça explique pas pourquoi on le fait. C'est pour pouvoir l'utiliser, tout simplement. Je donne souvent l'exemple de la feuille de papier. Si vous prenez une feuille blanche, ça va être compliqué d'écrire dessus. Il vaut mieux qu'il y ait des lignes qui soient claires. Le formatage, c'est tracer les lignes sur la feuille blanche. Grâce à ça, vous allez pouvoir écrire dedans. Vous imaginez une armoire dans laquelle il n'y a pas d'étagère. L'armoire, c'est votre partition. Votre armoire, elle a une certaine taille, votre bibliothèque par exemple. Si vous ne mettez pas d'étagère, quand vous mettez un livre dedans, il tombe par terre. Le formatage, ça va être créer les étagères. Combien d'étagères? Des petites étagères, des grandes étagères, des étagères en quinconce. Et c'est pour ça qu'il y a différents types de formatage. Formater, ça veut dire préparer la partition à recevoir des datas. Si je veux écrire des données dans une partition, elle doit être formatée. Et on formate comment? Avec ce qu'on appelle un système de fichiers. Ici, il nous en propose deux, exFAT et NTFS. S'il y en a plusieurs, il y a peut-être des raisons. Ils ont des différences, ces systèmes de fichiers. Pourquoi est-ce qu'on utilise exFAT ou pourquoi on utilise NTFS? Il va falloir choisir. Vous devez connaître 4 systèmes de fichiers. Il y en a 4 que vous devez connaître. Il y en a déjà 2 qui sont là. NTFS et exFAT. Les 2 qui vous manquent, ils s'appellent FAT32 et FAT16. Ces 4-là, c'est ceux que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. Alors attention, avant que la communauté ne crie, je passe sous silence tous les systèmes de fichiers Linux. Ils sont d'autres systèmes de fichiers. Je parle que de ma vie informatique à moi. Celle que je vous enseigne, c'est Windows. Donc, sous Windows, vous allez trouver des partitions formatées, soit en NTFS, soit en exFAT, soit en FAT32, soit en FAT16. C'est le cas que vous allez rencontrer. Alors, il y en aura peut-être d'autres un peu exotiques, mais en tout cas, ce ne sera pas celle-là. D'accord? Donc, ces 4-là, il faut le noter. FAT16, FAT32, NTFS, exFAT. Et bien sûr, vous devez connaître la différence entre les 4.
Sur quoi va se jouer la différence entre ces 4 systèmes de fichiers, entre ces 4 types de formatage? Première question que je vais vous poser, je ne vais pas vous apporter la réponse, vous allez devoir la trouver. On va voir si vous savez faire des recherches sur Copilot. Première question, quelle est la taille maximale d'une partition? Donc je vous demande, en FAT16, quand je veux créer une partition, quelle est la taille maximale? Vous avez 10 secondes. 35 524. Carottes? Alors 65 000 carottes, mais attention, il faut les mettre en cagette. Une partition quoi? J'ai demandé FAT16. La FAT16, combien c'est? 4 gigas. Ouais, c'est mieux comme ça, 4 gigas octets même. Parce que si c'est des gigas carottes, ça fait des belles carottes. 4 gigaoctets. Donc effectivement, la FAT16 maximum, ce sera une partition de 4 gigaoctets. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas dans la liste là. Actuellement, la partition que j'essaye de créer, elle fait quelle taille? Quelqu'un s'en souvient là? C'était la fenêtre d'avant. 70, 80 gigas. Voilà, c'était 80 gigas. Donc c'est impossible de la formater en FAT16. C'est pas possible. Le maximum, c'est 4 gigas. Si j'avais voulu créer une partition de 2 gigas, là j'aurais FAT16. Je pourrais la formater en FAT16, mais là je peux pas. La FAT16, c'est le plus vieux système de fichiers qui existe. C'est celui qu'on avait sous DOS. C'est celui qu'on avait sur les disquettes. C'était de la FAT16. Je vous en parle pour l'histoire. Comme vous le voyez, la limite à 4 gigas, aujourd'hui c'est trop limitant. Vous n'avez aucun média de stockage qui fait moins de 4 gigas. Enfin, vous avez peut-être des clés USB de 1 giga. Je ne suis pas sûr que vous en ayez encore qui traînent. C'est obsolète aujourd'hui la FAT16. Je vous la mets juste pour l'histoire. Même question avec la FAT32. Quelle est la taille maximale d'une partition en FAT32? 2 Tera. Ah. Ah là, il y a un truc de louche là. Tu me dis 2 Tera, mais on a dit que la partition que j'essaye de créer, là, elle fait 80 gigas. C'est inférieur à 2 Tera, 80 gigas. Mais pourquoi est-ce que je peux pas faire FAT32? Taille maximale du fichier est un fichier unique. Ah, mais c'est pas du tout la question que j'ai posée. J'ai demandé quelle est la taille maximale d'une partition. 32 gigas. Ah, 32 gigas. Octet. Ah, octets. Très bien. 32 gigaoctets. Ah bah là c'est plus cohérent. Parce que moi j'essaye de faire une partition de 80 gigaoctets. La FAT32, c'est jusqu'à 32 gigaoctets. Donc c'est normal que ce soit pas dans cette liste. Si j'avais fait une partition de 30 gigas, je pourrais le faire. La taille max D'une partition, FAT32, c'est ça. c'est pas 2 Tera. Ah, Ça peut aller. Parce que c'est ce que Copilot dit. alors mince alors, zut. Là la démonstration nous prouve le contraire. La preuve là, elle est pas... Alors, je tente un truc. On va tenter parce que ça se trouve, tu sais, ces IA où moi je dis que des conneries. Hein. Voilà, j'avais mis 80 000. Bon, si je mets 30 000. Voilà, donc là je suis à 30 gigas. Hein. Suivant. Ah bah tiens. Ah bah elle est apparue. Complètement. Ah c'est ouais, le J. Le J, t'es chez qui toi? L'info elle sort d'où? Ah, alors ChatGPT. Ah, en plus Copilot c'est Microsoft, franchement c'est un scandale. Non, c'est. Oui. Il dit puisse théoriquement prendre en charge des partitions allant jusqu'à 2 Tera. Ouais, mais alors là, donc on a la théorie et la pratique. Windows limite la création des nouvelles partitions FAT32 à 32 Go. Il va falloir utiliser le passé. Windows limitait la taille des partitions FAT32 à 32 Go. Oui. Depuis qu'il y a Windows, si vous voulez faire une partition formatée en FAT32, vous êtes limité à 32 Go. C'est complètement subjectif. C'est Bill qui l'a décidé. Il a dit non. Il est vrai que la FAT32, théoriquement, ça va jusqu'à 2 Tera. Si par exemple tu utilises un Linux,
Tu formates un disque dur d'1 Tera en FAT32, aucun problème. Tu utilises un Mac, tu peux formater la FAT32 2 Tera, ça fonctionne. Tu prends un Windows, tu dépasses les 32 Go, il n'y a plus FAT32 dans la liste, on ne peut pas formater en FAT32. C'est arbitraire. Complètement. Enfin, pardon. C'était arbitraire. Ça y est, ça a changé. Dans la toute dernière mouture de Windows 11, on peut formater des partitions de plus de 2 Tera, de plus de 32 Go en FAT32. Là, les différences quand il y a des mises à jour, il y a un truc comme ça. Aujourd'hui, je peux plus vous dire cette phrase. Je peux plus vous dire Windows limite les partitions FAT32 à 32 Go. Non, il limitait. Mais il faut la toute dernière version de Windows 11 pour pouvoir le faire. C'est-à-dire jusqu'à Windows 10. Mais non, parce que si tu as un Windows 11, tu as une 23H2, ça c'est pas suffisant. Va falloir. Alors en plus là, elle est pas sortie, c'est la mise à jour qui va sortir. Ça fait partie des nouveautés de la dernière mise à jour, donc il te faudra une 25.01. Voilà. Si c'est bon, j'ai un Windows 11 25H1, c'est bon, là tu peux le faire. Elle sera plus limitée du tout. Ah non, c'est 2 Tera par contre. Les 2 Tera restent la limite théorique de la FAT32. Là, On pourra aller au max. on peut pas les, voilà, on pourra aller au max. Parce que aujourd'hui, la preuve, tu peux pas le faire dans l'interface de Windows. Dans l'outil de gestion des disques de Windows, il te limite à 32 Go. Et donc, la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Microsoft, ils ont dit, la FAT32 théoriquement c'est 2 Tera, mais chez nous non. Non, nous c'est 32 Go. La réponse elle est dans la liste. Hein. Je crois que la réponse elle est vite trouvée. Hein. Parce que si tu peux pas faire FAT32, qu'est-ce que tu peux faire? NTFS. Et dans NTFS, il y a NT. Et ouais. Le NTFS, c'est quelque chose qui est sorti avec Windows NT. Donc là, ce matin, on a vu, c'est un des premiers systèmes professionnels. Donc Microsoft, il a inventé son propre système de fichiers. En clair, le NTFS, c'est signé Bill Gates. C'est moi qui l'ai fait ce système de fichiers. Les autres, c'est pas moi. Eh ben, je vais pousser tout le monde à utiliser le mien. Il est fort, hein. Il force beaucoup quand même le deal. Hein, j'ai souvent dit, il oblige, on n'a pas trop le choix, on doit faire ce qu'il nous demande de faire. Quelqu'un de très ouvert d'esprit, je pense. Heureusement qu'il y a un concurrent. Bill Gates, il a un concurrent? Mac. Il l'a dit. Il ose le dire. C'est un concurrent, oui, part de marché 0,2%. Ah ouais, gros concurrent. De toute façon, c'est tellement un concurrent que c'est Microsoft qui a sauvé Apple juste pour éviter la loi antitrust aux États-Unis pour qu'il n'ait pas démantelé Microsoft. Mais c'est comme Free, heureusement qu'ils sont là pour Free, ils ont. faire Alors, avancer. est-ce qu'ils ont des concurrents? Non, attends. Tu compares qui à Free là? C'est pas Apple que tu compares à Free quand même. Ah si. C'est Orange. Attends, c'est un truc moins bien et plus cher que les autres. C'est Orange. Mais Mac, Le truc qui est bien et pas cher, Mac, c'est Free. moins cher. Le Mac, c'est moins cher. On pourra en discuter hein, si tu veux. Ah oui, attends, faut que je m'assoie. Je suis abasourdi. Oui, je suis Meilleur complètement rapport assourdi. qualité-prix, c'est Mac. D'accord. Complètement lobotomisé le mec. C'est des blagues en fait, je crois. Ah, c'est de l'humour. J'ai des arguments. Bien sûr. Ouah, t'as des arguments. Ah bah là, on va vraiment se prendre la gueule. Alors là, gros humour là, attention. Hein. Alors là, Vous pouvez ah bah, ça y est, vraiment les Macs c'est moins cher que les PC, bien sûr. Je plaide la folie. Je plaide. Aïe. On va se marrer cet après-midi. Oh, putain, ça a été. Franchement, je suis rigolo là, je vous dis pas. Il y a un spectacle comique cet après-midi. Magnifique. Donc revenons à nos systèmes de fichiers avant les blagues. On a dit FAT16 pardon, c'était 4 Go. FAT32 théoriquement 2 Tera, réellement 32 Go. Pas avec les dernières versions de Windows. On pourra les dépasser, aller jusqu'au 2 Tera. Le NTFS c'est combien? 276 Tera. C'est pas mal. Là t'as du beau disque dur. Hein. Quand tu dépasses les 200 Tera de stockage, c'est de la belle partition. Hein. Là, c'est pas mal. On a de quoi voir venir. Et l'expat?
C'est encore pire, c'est en hexaoctet. Ou en pétaoctet. Bon, c'est du pétaoctet là. 128 pétaoctets. Là, on est vraiment tranquille. Là, tu peux mettre toute la filmographie intégralement dedans hein, quand tu attaques le pétaoctet. C'est que c'est pas mal. C'est après 1000 Tera, le péta. C'est pour les serveurs, c'est pour tout. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour les énormes besoins de stockage des très grosses boîtes. On peut formater qu'un système de fichiers C'est obligatoire d'avoir un système de fichiers pour formater une partition. et que ce type de formatage. Et je comprends pas ce que tu veux. Formater ce volume avec les paramètres suivants. Oui, Système de fichiers. Oui. Il existe plus que système de fichiers. oui. Il y a que... Par contre, il existe d'autres systèmes de fichiers. Là, j'en ai parlé de 4. FAT16, FAT32, NTFS et exFAT. C'est ceux que Windows reconnaît. Mais il y en a d'autres. Sous Mac, il y a des systèmes de fichiers Mac. Sous Linux, il y a des systèmes de fichiers Linux. Là, comme on est sur un Windows 10, il propose que ce que lui, il est capable de lire. C'est comme si tu veux, je reprends l'exemple de la feuille de papier. La feuille de papier, tu peux la prendre grand carreau, petit carreau, papier millimétré. Tu vois, tu as différents formats. Bah, on pourrait dire, à l'école, le maître, il a dit, il faut soit grand carreau, petit carreau. Lui, il corrigera aucune autre feuille à part des grands carreaux et petits carreaux. Voilà, c'est sa limite. Alors qu'un autre professeur, lui, le papier millimétré, ça lui va, ou la feuille toute blanche. C'est ça. Donc là, concernant Microsoft, concernant Windows, il n'est capable de lire, écrire, comprendre, utiliser que 4 systèmes de fichiers, FAT16, FAT32, NTFS, exFAT. C'est les 4 qu'on pourra utiliser, qu'on retrouvera dans l'environnement Windows. Une question, le plus ancien. FAT16. Le FAT16. C'est la FAT16. Ouais, c'est ce que j'ai dit que c'était celui qu'on utilisait sous DOS. Donc DOS, on est quand même au début du début. Hein. Là, il y avait certainement quelque chose avant le DOS. Hein. Il y avait la machine de Turing, si tu veux. Ça a commencé comme ça l'informatique, hein, celle d'Alan Turing. Mais est-ce qu'il y avait déjà du stockage, du système de fichiers? Je crois pas. Hein. Vraiment, c'est quand on a commencé le stockage magnétique, peut-être sur bande. Il y avait autre chose, mais j'ai pas connu. C'est good? Allez, à table? Vamos a comer, hein? Oula, oui, complètement débordé là. Allez-y. Des questions? Pas de questions? Si, quoi? Garde-la pour cet après-midi. Enfin, on fera ça après le spectacle comique de Max, c'est moins cher. Alors. Pardon? Ah, c'est le stand-up cet après-midi. Allez, bonne app tout le monde. Tchou.